Aujourd'hui, nous vous emmenons sur une île de carte postale, véritable ensorceleuse qui sait amadouer le visiteur grâce à ses plages de sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses intérieures. En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer, mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers hors du temps, une gastronomie qui émerveille vos papilles et des jardins fantastiques qui font oublier l'avancée du béton. La Martinique surprend par sa particularité de marier l'inconciliable. Sucre et rhum, pluie et soleil, bleus qui font mal aux yeux et vert tendre. Les souvenirs d'époques fastueuses et le péché originel de l'esclavage. Faisons alors une première halte au moulin de Val d'Or qui témoigne du passé esclavagiste de l'île du XVIIe au XIXe siècle. L'esclavage commence presque pratiquement avec le début de la colonisation en 1635, puisqu'on a un chroniqueur, le père Breton, qui en 1640 nous dit que le nombre d'Africains introduits, il parle de morts, correspond à peu près à la moitié du nombre des colons. Donc on doit avoir à peu près 1000 colons pour 500 esclaves, vers 1640. Mais le démarrage, ça va vraiment être le sucre avec 1654, les premières sucreries installées du côté de Saint-Pierre. Le rôle des esclaves, qui étaient groupés en ateliers, était de préparer le sol pour planter les boutures et obtenir donc les tiges de canne à sucre. Ils labouraient avec un outil qu'on appelle une houe, en métal, emmanché, et ensuite de sarcler, c'est-à-dire d'enlever les mauvaises herbes pendant toute la durée de pousse de la canne, 6 mois, et quand la canne était mûre, de la couper avec une serpe au début de la colonisation, on a remplacé, et c'est toujours vrai aujourd'hui, par le coutelas. Donc à cette époque-là, on n'exporte pas, on ne produit pas et on n'exporte pas de rhum, qui était distillé, qu'on appelait tafia, ni de mélasse, les sirops de l'époque. C'est essentiellement du sucre qui est exporté vers l'Europe dans le cadre du monopole de l'exclusif. Poursuivons notre découverte du passé en nous rendant sur le 3e site touristique le plus visité de la Martinique, le Château du Buc. Dans le passé, le site s'appelait Habitation La Caravelle. C'était une vaste plantation esclavagiste qui s'étendait autrefois sur à peu près 500 hectares et qui comptait 300 esclaves. On y fabriquait du sucre à partir de la canne. Alors dans le passé, sur les habitations, la culture la plus rentable était celle de la canne à sucre qui permettait de confectionner le sucre. Alors bien sûr, on trouvait des cultures secondaires comme du coton, du café, de l'indigo ou encore du cacao. Pratiquement aujourd'hui, c'est une civilisation de rhum qui existe à la Martinique dans la mesure où le rhum est partout, dans la littérature, dans la musique, dans la médecine traditionnelle, dans les expressions populaires, dans les préjugés et distille un petit peu, si vous voulez, ce liquide-là dans l'esprit même des Martiniquais. Et c'est vrai qu'au départ, on a commencé par le sucre. Et ce sont des pirates, des corsaires, des flibustiers ou des boucaniers qui sont arrivés par la suite et qui ont récupéré les résidus du sucre et qui ont fait du rhum de mélasse avec cette mélasse-là, donc du rhum industriel. Au début du 19e, le rhum tel que nous le connaissons aujourd'hui a vu le jour. Mais comment l'obtenir avec de la canne et non de la mélasse? Là, on va la déverser dans un grand bac, la hacher ensuite. Après, nous allons presser cette canne-là. Le jus de canne va aller directement dans les cuves à fermentation. Là, au bout de 24 heures, ils vont fermenter, ça va donner un vin de canne. Et ce vin de canne-là, on va le distiller 2 jours plus tard et ça va nous donner un rhum à 70 degrés qu'on va appeler, disons, l'esprit du rhum dans un premier temps et qu'on va travailler ensuite pendant 6 ou 7 mois pour le laisser se réoxygéner, pour perdre ses éthers, pour perdre un degré d'alcool. Et là, on va le diluer avec un peu d'eau pour faire ressortir le bouquet d'arômes et ça va nous donner le rhum agricole pur jus de canne à sucre de la Martinique. Résumer la Martinique au sucre ou au rhum serait en donner une fausse image. L'île recèle un patrimoine naturel incroyable, la classant parmi l'une des 34 zones les plus riches de la biodiversité mondiale. Pour nous en rendre compte, partons sur les hauteurs de l'île à la découverte de cette dite richesse verte. Ce site est un site du Parc naturel régional de la Martinique, donc le domaine d'Émeraude,
qui est dans la droite ligne des missions du parc, qui sont la valorisation, la préservation et la transmission des patrimoines naturels et culturels. Donc c'était avant tout un outil d'éducation à l'environnement pour les enfants, qui a été ouvert sous cette forme il y a 4 ans, donc ouvert au grand public, pour découvrir à travers de nombreux espaces nos patrimoines. Donc on a un pavillon d'exploration interactif qui peut être une introduction, une conclusion à la découverte du site. On a cet espace forêt de 4 km qui permet au tout public, même non randonneur, de découvrir les milieux de forêt hygrophile. Et puis un espace très patrimonial sur les savoir-faire plantes médicinales et la façon de les utiliser dans le jardin créole chez nos anciens. Et puis aussi une partie expérimentation d'hibiscus. On est en train de relancer la filière d'anthurium, qui est une fleur qui est très prisée des touristes, dont nous essayons de lancer la culture sous serre, hors sol, sur du substrat de noix de coco. Nous sommes vraiment dans la transmission et la valorisation des savoir-faire. Et ces plantes ont une part importante dans notre culture. Donc on apprend aux visiteurs et aux enfants leurs fonctions décoratives, nutritives, curatives, et aussi les aspects magico-religieux qui nous ont été transmis ici par les différentes populations de la Martinique. Ce roseau des Indes, par exemple, est donné, vous le verrez souvent dans le paysage martiniquais, pour préserver de bons rapports avec votre voisinage. Donc ces plantes, ici, elles sont aussi étudiées avec des scientifiques de façon à les valoriser. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui entrées dans la pharmacopée nationale. Donc nous travaillons ici à en faire un développement de filière économique. En 1982, un autre jardin incontournable en Martinique a vu le jour à quelques kilomètres. Jean-Philippe Toz est le fondateur, le créateur de ce site. C'est un paysagiste autodidacte et passionné qui, au fruit de ses voyages, au hasard de ses voyages, a ramené énormément de plantes qu'il avait juste mis dans le jardin de sa grand-mère, puisque cette maison était la maison de vacances de sa grand-mère. Et puis un jour, il s'est dit pourquoi ne pas réaliser quelque chose. Et c'est ce qui s'est produit. Il a commencé à planter, il a commencé à réaliser les allées, à faire quelque chose de concret. Et puis en fait, au fil du temps, ses amis venaient voir, ils trouvaient ça extraordinaire, amenaient d'autres amis. Et puis le jardin de Balata est donc né comme ça. Donc Balata, quand même, tient son nom d'un arbre. Ce quartier porte le nom de Balata. Donc tout naturellement, le jardin s'est appelé le jardin de Balata. Tous les paradis sont des jardins. Et ce n'est pas un hasard si, au cours de la visite de celui-ci, la magie des lieux procure aux visiteurs des sentiments étonnants. Un magnifique cocktail entre zénitude et exubérance de la nature, dans une mise en scène digne des plus grands artistes paysagistes. Nous sommes dans la zone des bromélacées, donc parmi les 3000 variétés de plantes que nous avons au jardin de Balata, il y a la bromélia. La bromélia est une plante épiphyte qui se nourrit de la racine sur laquelle elle est plantée et qui s'abreuve de l'eau de pluie puisqu'elle conserve cette eau qui lui permet d'être rafraîchie tout au long de l'année. Un autre attrait de la Martinique, ce sont bien sûr ses plages exceptionnelles. Que vous cherchiez des plages de carte postale, des sauvages ou les meilleures pour faire du surf, vous trouverez votre bonheur le long des 350 km du littoral martiniquais. Ces plages, qui font le régal des locaux et des touristes, sont également reconnues à l'international. Tous les ans, l'île organise le Martinique Surf Pro. Il s'agit de la seule étape caribéenne inscrite au calendrier des qualifications pour la Ligue mondiale du surf. Autre activité phare en Martinique, le kayak à fond transparent. Celui-ci permet aux néophytes non seulement d'observer la faune sous-marine de la mangrove et les fonds de ces eaux idylliques, mais aussi de mieux comprendre quelles sont les réelles menaces dues au réchauffement climatique. Alors ici, nous sommes sur un banc de sable on est vraiment à la frontière entre le François et le Vauclin. Ce banc de sable, en fait, on peut l'appeler fleur d'eau parce que la nature se retrouve à fleur d'eau. On a très peu d'eau, en fait, à marée basse. On a quasiment un sec parfait avec quelques jacuzzis comme ça
de bancs de sable qui constituent un peu en fait, tout cet univers qui arrive jusqu'aux vagues qui sont là-bas. Là, on est longé par la barrière de corail et là, ça me permet de vous faire aborder un point très important, qui est même le point le plus important que vous voyez à fleur d'eau, c'est qu'en fait, c'est la problématique du corail. Il faut savoir en fait que d'ici une cinquantaine d'années, les scientifiques estiment que le corail aura disparu de la surface de la planète. En tout cas, la plupart des coraux, il y aura encore des coins privilégiés. On pourra peut-être en fait trouver des variétés de coraux qui pourront résister. Mais vu la lenteur avec laquelle le corail pousse, en fait, c'est de l'ordre du millimètre, du centimètre par an. Il ne faut pas espérer en fait pouvoir reconstituer du jour au lendemain un édifice en fait qui a pris des millénaires, voire des millions d'années pour se constituer. Okay. Donc la réalité, c'est qu'en fait, on est la dernière génération avec nos enfants à découvrir le déclin en fait de tout un pan de la nature. Dernière halte de notre séjour à l'habitation Céron, qui nous amène encore au sucre, comme souvent en Martinique. Importante plantation sucrière datant de 1638, après avoir été fermée durant plusieurs années, elle a réouvert ses portes au public il y a peu de temps. Le site se tourne désormais vers l'agrotourisme. Cela passe par la réhabilitation de sa plantation de cacao, mais aussi par la culture de fruits et par l'élevage des écrevisses, profitant des eaux pures et abondantes de cette région. Le restaurant, situé dans la rue Cazenègre, à l'ombre des Carbets et non loin de la rivière, propose à la carte les dites écrevisses, servies juste grillées avec des produits frais de l'habitation. Un vrai régal. Dans une nature luxuriante, le jardin abrite les plus anciens amanats, ou arbres à pluie, de la Martinique. Un magnifique spécimen de 250 ans tout de même, à la ramure impressionnante qui à lui seul vaut le détour. Son feuillage couvre environ 5000 m². Il est hélas temps de retourner à Fort-de-France pour revenir en métropole. Mais impossible de quitter cette région sans profiter une dernière fois des couleurs et des saveurs si particulières de la Martinique, en flânant dans le marché couvert. Et comme fréquemment aux Antilles, tout se termine en musique.